Soutenez Canal M, la voix de l'inclusion. La radio de Vues et Voix s'engage à promouvoir une société plus inclusive en offrant des émissions et balados sur une variété de sujets, dont la santé mentale, la diversité culturelle et surtout les enjeux et réalités des personnes en situation de handicap. Faites un don dès aujourd'hui pour nous aider à maintenir et développer nos programmes. Chaque contribution compte et fait une différence dans la vie de nombreuses personnes. Donnez maintenant au www.vuesetvoix.com/don. Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices. L'un des défis auxquels fait face notre recherchiste Catherine Bourderon pour recruter des invités, c'est le nom de l'émission. Car plusieurs de nos héros anonymes sont non seulement extraordinaires, mais aussi très humbles. Ils ne se voient pas comme des héros, mais comme des personnes qui répondent simplement à l'appel d'une vocation. Mais parfois, c'est grâce à l'influence d'un proche que leur petit élan du cœur devient un réel projet. C'est le cas de la Fondation Les Petits Lutins, qui offre entre autres des cadeaux de Noël aux personnes affectées par le VIH. C'était un petit geste tout simple de Sylvain en 1991 en hommage à son frère Alain décédé du VIH. Ce petit geste, Sylvain n'en a pas parlé à personne, ni à sa sœur Guylaine, ni à son conjoint Antoine. Et une année, il leur raconte ce qu'il fait parce qu'il croit que c'est utile et que c'est une façon de rendre hommage à son frère. Et quand tout ce beau monde apprend le geste de Sylvain, ils se mettent à en parler à d'autres mondes, qui en parlent à d'autres mondes, tant et si bien que les Petits Lutins sont devenus une fondation. L'an dernier, 5600 cadeaux ont été donnés. Alors oui, je crois qu'on peut dire que des personnes comme Sylvain sont des héros. On reçoit aujourd'hui son conjoint Antoine, vice-président de la Fondation Les Petits Lutins. Les héros anonymes, on les a parfois sous les yeux, sans connaître l'ampleur de leur implication. C'est le cas de notre premier invité cette semaine, Gilbert Lepage, bénévole à Vues et Voix depuis 2018, en plus de s'engager dans diverses causes, dont celle de la prévention du suicide. Et à titre également, il est impliqué à titre de liseur public dans une maison de la culture. En plus, Gilbert n'est pas tant anonyme pour ma génération et celle des baby-boomers, car il a été comédien dans diverses séries, dont la série Nick et Pic, cette histoire des deux souris qui voyagent en montgolfière. Il a fait souvent des voix de méchants, dont celle de Charcard, qui était le chef des 40 voleurs. Gilbert Lepage a aussi été réalisateur à la télé, metteur en scène et directeur au ministère de la Culture et des Communications. On reçoit Gilbert pour son engagement dans nos émissions « On lit pour vous » et la version jeunesse « On lit pour toi ». On l'accueille après une courte pause. Des fois, des héros anonymes, on les a sous les yeux. On s'est rendu compte, Catherine et moi, qu'on a plusieurs bénévoles ici à Canal M et à Vues et Voix, qui est notre partenaire, notre sœur, notre frère dans le livre audio, et qui a plusieurs émissions ici qui soulèvent l'intérêt, la passion de nos bénévoles et qui mettent en relief tout leur talent. Et on en a un avec nous, Gilbert Lepage, il est bénévole à Vues et Voix depuis 2018. Et là, on se disait avant d'entrer, est-ce qu'on se dit vous, est-ce qu'on se dit tu? Puis tiens, je vais laisser... j'ai beaucoup aimé la réponse de Gilbert, alors je lui laisse répondre. Je suis devenu un tu.
surtout depuis la retraite, parce que j'ai été un vous longtemps, comme, dans mes fonctions, entre autres, j'ai été directeur du ministère de la Culture. Alors ça, c'était vous. C'était vous à côté. C'est un grand vous, tu représentes le ou la ministre. Oui. Mais à la retraite, là, je suis vraiment devenu un tu. Et en fait, dans un sens, tu cultives les deux parce que les émissions auxquelles tu contribues, c'est on lit pour vous, puis on lit pour toi. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas réalisé. Comment elles se distinguent, ces deux émissions-là? On lit pour vous, d'abord. On lit pour vous. C'est une équipe. Il y a... on est une vingtaine de personnes. Alors, il y a le technicien qui est là pour tout le monde, le merveilleux Samuel. Un peu comme notre Mathieu. Là. Exactement. C'est ça. Exactement. Et il y a une équipe de recherchistes qui épluche les journaux tous les jours pour relever les articles d'intérêt. Puis, il y a l'équipe de moniteurs qui nous surveille, l'autre côté de la cabine, pour voir si on dit le bon texte et si on le dit correctement. Puis, on est 7 lecteurs, je pense. Donc, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes qui lisent des entrevues qu'il y a dans les journaux d'actualité. Pas de l'actualité quotidienne, mais l'actualité en général. Les sujets d'intérêt, les journaux, la presse, le Devoir, la revue Nouveau Projet, etc. Là, beaucoup de... Alors qu'on lit pour toi, c'est moi qui lis, et c'est pour les jeunes, et ce sont des articles tirés beaucoup du Devoir, les As de l'info, et des articles qui sont très, très bien écrits pour les jeunes et qui expliquent... Superbe job. Ah oui, absolument. Ouais, vraiment, c'est bon très, travail. très bien expliqué et c'est très intéressant à lire. Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir bénévole pour ces émissions, Gilbert? D'une part, j'ai pas mal toujours fait du bénévolat. J'en ai fait beaucoup. Non, on va en parler un petit peu dans tous les champs où tu as été actif tout à l'heure. Mais quand j'ai commencé à travailler en 1970 comme artiste. Alors, quand tu es artiste en 1970 puis que tu as 20 ans, tu veux changer le monde. L'époque s'y prêtait aussi, j'imagine. L'époque était extraordinaire. Puis on a changé quand même pas mal de choses. Mais je suis pas très patient. Puis changer le monde, ça prend du temps. Alors, c'est là que j'ai commencé à penser à faire du bénévolat, non pas pour changer le monde, mais pour aider le monde. Tu sais, on dit souvent qu'il y a c'est mieux d'apprendre à pêcher que de donner du poisson. Sauf que quand tu as faim, t'es mieux de manger du poisson à court terme si jamais tu veux apprendre à pêcher plus tard. Et je trouvais que le bénévolat me permettait de faire ça. Et j'ai fait 11 ans à Suicide Action Montréal. Mais parallèlement à ça, j'avais une carrière de comédien. Ouais. Et dans ma carrière de comédien, il y a Robert Blondin à Radio-Canada qui m'avait offert un contrat, une émission qui était très certainement l'ancêtre du livre audio, qui s'appelait Lecture de chevet, qui passait à la radio de Radio-Canada à 11 heures le soir. Et ça consistait à lire un roman. Alors, j'arrivais à Radio-Canada quand tout le monde était parti. À la fin de la journée, ils me mettaient un roman dans les mains, puis je le lisais d'un couvert à l'autre. Puis je sortais quand Et ça passait à 11 heures le soir. D'un couvert à l'autre là, toute la nuit? Ou c'était oui. Oui, OK. Oui, d'une shot. Et, rendez-vous, bienvenue aux insomniaques. Oui, mais ça me surprend parce qu'il y a beaucoup de monde qui écoutait ça, à ma grande surprise. Mais donc, c'était par tranche de demi-heure là, à l'émission, mais on enregistrait d'un coup. Et donc... j'ai fait d'autres types. Puis comme, j'ai une carrière de comédien, là, j'ai été beaucoup en théâtre et en art. Mais la préoccupation sociale, ça revenait tout le temps. Et j'ai toujours voulu. Et le bénévolat me permettait de faire ça. Donc, à la retraite, j'avais déjà entendu parler de l'ancienne magnétothèque, qui est devenue Vues et Voix. Puis je me disais, pourquoi pas? D'abord, c'est utile parce que pour moi, le bénévolat, c'est d'abord et avant tout être utile. Puis c'est un peu égoïste aussi de faire du bénévolat parce que tu fais pas juste donner, ça t'apporte beaucoup. Ça, vraiment, là. Et le fait d'être ici, par exemple, au début, c'était des romans qu'on lisait, là. Maintenant, c'est autre chose. Le fait d'être ici fait qu'il n'y a pas une journée où je vérifie pas comment un mot se prononce, comment un mot s'écrit, la signification du mot. Donc, ça m'apporte.
Ouais. Puis c'est ça qui m'a toujours fasciné dans le bénévolat, c'est que ça te donne autant que tu donnes, sinon Absolument. plus. Sinon plus. Et c'est une belle surprise de s'en rendre compte. Ah oui. Ah oui. Puis Alors, j'ai toujours... j'en ai fait beaucoup, là, à Suicide Action, sur 11 ans. Là, maintenant, je fais ça, puis je fais aussi liseur public, parce qu'à la fin de ma carrière, j'étais directeur du ministère de la Culture pour Laval-Laurentides-Lanaudière, et un de mes dossiers que j'avais au national, c'était la médiation culturelle. La médiation culturelle, c'est de rendre accessible la culture aux citoyens. Ça a été une grande mode à un moment donné, puis ça l'est encore, donc ça me préoccupait beaucoup. Donc, je suis devenu liseur public, qui est un magnifique projet dans Hochelaga Maisonneuve, très, très Hochelaga Maisonneuve, qui consiste à... puis là, la semaine prochaine, je pense, là, on se promène dans la rue, on arrête du monde, puis là, on dit, est-ce que vous lisez beaucoup? Aimez-vous ça, les livres? Est-ce que vous avez le goût que je vous lise quelque chose? Puis là, tu prends un livre, puis tu lis environ 2 minutes, puis là, tu fais « Est-ce que vous avez aimé ça? » Puis là, la personne te dit « Oui. » Tu fais « Je vous donne le livre. » Et ça a un impact beaucoup. Le fait de tenir un livre, là, pour moi, c'est de la médiation culturelle. Et encore une fois, c'est lire. Ouais. Donc, ça ressemble un petit peu à ce que je fais ici à Vues et Voix. Est-ce que vous êtes un grand lecteur? Je suis revenue au vous. Je suis un tu. Oui. Es-tu un grand lecteur, outre ces livres-là que tu lis? Oui, mais pas assez. Pas assez parce que, d'abord, je manque de temps. Je vais beaucoup au cinéma, je vais beaucoup au théâtre, je vais à l'opéra, puis tout ça. Ça, les gens à la retraite, ils nous disent ça, qu'ils manquent de temps. Puis... C'est vrai. C'est vrai dans la mesure où tu te fais un horaire. Oui. Mais les journées vraiment sont remplies, mais c'est autre chose. Et le bénévolat, pour moi, c'est une très belle activité. Mais tu peux ne pas faire de bénévolat, mais tu peux encourager le bénévolat. Oui. Par exemple, comme à Vues et Voix, il y a très certainement moyen d'encourager le bénévolat en faisant des dons. Et Absolument. d'ailleurs, pour l'année nuance. 2024, vous avez jusqu'au 28 février pour l'année 2024. Alors, ces organismes-là ont toujours besoin de soutien, ils ont toujours besoin d'argent. Donc, une façon d'encourager le bénévolat, c'est de donner. D'ailleurs, on est en campagne, je crois, à Canalem. Paraît. C'est une manière, effectivement, d'encourager nos bénévoles. Gilbert, tu as dit la magnétothèque tout à l'heure. Peux-tu nous raconter un petit peu l'histoire? Parce que j'étais pas là. Mais j'en entendais parler beaucoup. Ça existait, puis ça m'intriguait beaucoup. C'était surtout de la lecture, je pense, aussi d'actualité. De romans, oui, mais quand j'ai commencé à Vues et Voix, c'était ça aussi. Okay. C'est-à-dire qu'il y avait un échange entre l'organisme, entre Vues et Voix puis la BANQ, et c'était des romans. Alors, C'était surtout destiné, c'est avant que le livre audio connaisse sa popularité. Maintenant, il y a toutes sortes de plateformes qui existent. Oui, mais les livres qu'on lisait, par exemple, c'est un secteur spécialisé de la BANQ pour des gens qui avaient des problèmes au niveau visuel. Il est même arrivé où on avait des commandes tout à coup parce qu'il y a un adolescent qui avait un travail à faire. Il fallait qu'il lise le livre, puis il ne pouvait pas lire le livre. Donc, la commande est arrivée, puis très rapidement, on lisait le livre en question. Ça, c'est « on lit pour toi » vraiment. Hein? Oui, c'était vraiment un lit pour toi qui a été majuscule. C'était vraiment ça. Et le reste du temps, je pense qu'à la BANQ, c'était comme une réserve spéciale où les gens devaient avoir un bien de médecin pour avoir accès à ces livres-là. Et c'était merveilleux parce que c'est pas nécessairement des romans que moi j'aurais lus. Mais là, le fait de découvrir des nouveaux auteurs et des nouvelles langues et des nouvelles façons d'écrire, mais quand tu tombes sur un roman qui a 400 pages, puis que l'auteur aime beaucoup Marie-Claire Blais, ce qui fait qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de paragraphe, c'est un beau défi. Ça prend du souffle et je sortais fatigué, mais toujours content. Fatigué mais content. Il me semble qu'il y a une chanson qui dit ça. On fera pas de pause musicale, mais on va prendre justement une petite pause pour reprendre notre souffle et on poursuit notre entretien, Gilbert. OK.
pas sommeil. Sans doute que tu t'ennuies déjà de ton maître. Ouais, eh bien tu ferais mieux de l'oublier. D'ailleurs, ton maître, ce n'est plus le calife. À partir de maintenant, ton maître, c'est moi. Et tu ferais bien mieux de dormir et de te reposer une petite heure, parce que le chemin que nous avons parcouru depuis ce matin, ce n'est rien à côté de ce qu'il nous reste encore à faire. Ah, ben là, moi, j'assiste à quelque chose de beau, cher auditeur. J'ai Gilbert devant moi, là, qui est dans ses souvenirs, Oui. on dirait bien. Ouais, c'est... L'équipique. Ouais, ça réveille quelque chose de beau, hein? Ben oui, parce que quand j'ai commencé comme comédien, je faisais beaucoup de théâtre de création. Mais à la télé, étant donné mon gabarit, c'était ou des polices ou des... Bon, c'était toujours le même genre de personnage. Donc, dans les téléromans, à un moment donné, ça me tentait moins. Mais là, j'ai commencé à faire des émissions pour enfants. Et Nick Epic, qui est une espèce de série. Oui, des fois, je faisais juste la voix des marionnettes, ce que j'aimais beaucoup. Puis, je faisais les méchants en tout genre. En fait, on était 3 comédiens à faire les méchants dans Nick Epic, puis on alternait. Ça, je pense que c'est le chef des 40 voleurs. Si ma mémoire Charcard. Ça se peut. Ouais. Mais c'était vraiment très agréable à faire, d'une part. D'autre part, contrairement au téléroman, ces émissions-là sont vendues à l'étranger. Et il fut un temps où, à Radio-Canada, on était la 2e meilleure télévision enfants-jeunesse au monde. Wow! Je pense que c'était la Grèce, la première télévision. Donc, ces émissions-là étaient vendues et passaient un petit peu partout. Des fois, je reçois encore des chèques d'Espagne de 2,85 $ en droit de suite. Mais c'était toujours très agréable. C'était très agréable à faire parce que c'est des univers de contes. Là. Ouais. Quand on parle, tu sais, c'était quand même la période, on parle de Kim, là, c'était la période de Fanfreluche. Fanfreluche, qui est décédé récemment. Qui est décédé récemment. Alors, c'était vraiment cette période-là, puis c'était tellement agréable à faire. Ça vous a fait quoi? Ça t'a fait quoi, Gilbert, le décès de Fanfreluche? De Kim? De Kim. Je ne l'ai pas connu énormément, mais je l'ai dirigé dans un spectacle à la Compagnie du CEP, une pièce de Neil Simon qui s'appelait « Un village de fous ». Et c'était vraiment une pièce genre boîte à surprise. Là. Et j'avais décidé d'engager tous les comédiens qui jouaient dans la boîte à surprise dans le temps. Oh, wow, ça devait être spécial. C'était très spécial. Et c'était très Hélène Loisel, Hubert Loisel. Et il y avait Kim qui se promenait avec sa vache à l'envers pour que la crème reste au-dessus. Je vais te laisser dire son nom de famille. Hein? Yaroshevskaya. Ah, ouais, ça, c'est tellement mieux dit. Oui. Mais c'était vraiment quelqu'un de très agréable. Et c'est bien les hommages qu'on lui rend aujourd'hui. Oui, oui. Parce qu'elle a eu beaucoup d'impact, je pense. Absolument. Et je pense qu'on gagnerait à retrouver cet univers-là du storytelling, des belles histoires, de revenir à quelque chose comme un peu plus d'imaginaire et de poésie dans notre monde en ce moment, là, qui est dur au niveau de la parole. C'est très dur au niveau de la parole, c'est très dur au niveau de la langue, c'est dur et... Quand j'étais au ministère de la Culture, un de mes dossiers qui était la médiation, mais on parlait beaucoup de littératie. Oui. La littératie, c'est la capacité de lire et de comprendre. Ce qu'il y a d'épouvantable au Québec, c'est qu'il y a 53% de la population qui sont de niveau 3. Il y a comme 5 ou 6 niveaux là, dans la littératie. D'accord. Il y a ceux, pas du tout, il y a ceux qui sont capables de lire une bouteille de pilule, mais ils lisent les mots. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il y a ceux, niveau 3, qui sont à peine capables de comprendre ce que la phrase veut dire, mais ils vont savoir qu'il faut prendre la pilule et tout ça. Ça, c'est 53%? Oui. Mais à l'époque, on a fait des progrès. Ben, on était où, là, 2012? Oui, mais là, on est à 46%. OK. Quand même, beaucoup. mais Alors, quand même. Je suis d'accord pour qu'on construise des bibliothèques, mais il ne faut jamais oublier que il y a beaucoup de monde qui vont me dire « Peux-tu lire? J'ai oublié mes lunettes. Et c'est parce qu'ils ne savent pas lire. Ouais. Et donc, l'importance de la langue, de lire le livre, puis sortir des écrans aussi. Juste toucher le livre. Là. La dernière fois là, que je l'ai fait, les arts publics, c'était dans une maison de la culture avec des enfants de 5 ans. Tu sais, de donner un livre, de discuter avec eux. Mais ça, c'est vraiment... Et travailler l'imaginaire des enfants, travailler sur la langue,
apprendre à aimer cette langue-là, pas par obligation, par goût. Oui. Quel lien on fait entre l'audio et la lecture? Parce que on pourrait justement avoir un problème de littératie et se dire, bon, ben, je vais simplement écouter des livres audio parce que c'est trop difficile pour moi de lire. Est-ce que ça finit par nous donner envie de lire? Est-ce qu'il y a des liens qu'on peut faire? Oui. Mais je pense que justement, avec l'émission, comme on lit pour vous, d'une part, c'est utile, mais c'est aussi agréable parce qu'on donne accès à des gens qui, normalement, ne pourraient pas avoir ces informations-là. Et au-delà, il n'y a pas juste de l'information, il y a quand même il y a des journalistes qui écrivent tellement bien. Et ça, tu sais, lire Nathalie Platt dans Le Devoir ou Katia Gagnon dans La Presse, pour moi, c'est un plaisir à chaque fois parce que c'est bien écrit, parce que c'est sensible et parce que la langue est belle. Alors, d'avoir accès à ça, je pense que le plaisir du lecteur et le plaisir de la personne qui écoute, c'est bien, bien, bien important. Hey Gilbert, ça me donne le goût d'en entendre un bout de « On lit pour vous ». Ça te tente-tu? Oui. Oui. Mon autodévoilement. Un texte de Jean-Sébastien Fallu, paru à l'automne 2022 dans la revue Liberté. Tandis que les experts discutent du sort des personnes utilisatrices de drogue, comme si elles n'étaient pas dans la salle, d'autres voix nous invitent à faire notre coming out. Nous sommes le 24 octobre 2019. J'assiste depuis 2 jours, en compagnie de près de 200 intervenants et intervenantes du réseau communautaire québécois en dépendance, à la première édition du colloque du réseau en dépendance et usage de substances. Bon, là, tu lisais quoi, Gilbert? C'était un article, je crois, sur la dépendance et les drogues, quelque chose comme ça. Ah, des sujets pas simples. Ah, c'est pas toujours simple, mais on en lit beaucoup, beaucoup. Hein. Dans une session de travail, là, tout y passe, tout y passe. On en lit beaucoup, beaucoup, puis c'est de la lecture à première vue. Alors, c'est aussi intéressant. À première vue? Oui. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas lu avant. Là. On lit ça, on le découvre en même temps. Alors, des fois, j'écoute l'émission pour m'améliorer et j'écoute l'émission sur des articles dont je ne me souviens pas nécessairement les avoir lus, là, parce qu'on lit à peu près 60 pages par séance de travail. Donc, c'est beaucoup. Mais ça permet aussi de tu sais, je fais encore mes exercices de diction avant de me rendre ici, puis tout ça. Ça paraît, on l'entend. T'as vraiment une belle voix. Merci. On parlait de sujets pas faciles. 11 ans à Suicide Action quand même. Donc, on parle de ligne d'écoute, groupe d'entraide. De quelle manière tu étais actif? J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de lignes... j'ai suivi une formation pour ça, là. J'ai fait beaucoup de lignes d'écoute. Ensuite, j'ai beaucoup animé des groupes de tiers. Ça, ce sont des personnes qui vivent avec des personnes suicidaires, qui fréquentent des personnes suicidaires. J'ai aussi animé des groupes d'endeuillés qui ont des gens qui ont perdu par suicide. Et je faisais aussi des interventions dans des lieux. Je me souviens dans une troupe de scouts où un jeune scout s'était suicidé ainsi que son moniteur. Oh. Et oui, alors on avait offert nos services à l'organisme, mais c'est un milieu assez serré, tissé serré et refermé, et ils ont refusé. Donc on les a rencontrés, mais sur le parvis de l'église. On a rencontré les jeunes. Il y avait une classe en immigration, puis j'étais allé faire une présentation. Quand on présentait l'organisme, ça durait environ une demi-heure. Et dans une école de jeunes issus de l'immigration, j'avais donné rendez-vous à une amie dans 1 heure en disant « Regarde, ça va me prendre une demi-heure, là, puis après ça, j'irai te rejoindre. » Et bon, alors j'ai fait toute ma présentation. Et après la présentation, avant de finir, j'ai fait « Est-ce qu'il y en a parmi vous qui a déjà eu des idées suicidaires? » Toute la classe a levé la main. Oh là là. Alors, je ne suis jamais allé à mon rendez-vous. J'ai passé le reste de l'après-midi à rencontrer ces gens-là. Mais même dans la vie sociale, si j'allais dans un party, je finissais toujours par le dire que j'étais intervenant en suicide en me disant « ça allume ». Et je finissais toujours dans une chambre avec une personne qui avait besoin de se confier. Puis hier, j'ai écouté l'émission de Jean-Nicolas Véraud qui vient de sortir, qui s'appelle « Les gars, faut qu'on se parle ». Oui. C'était là-dessus. Oui. Et ça n'a pas changé.
c'est encore urgent de faire ces interventions-là. C'est urgent d'aider le monde et la parole des hommes, libérer la parole des hommes. Leur permettre de s'exprimer émotivement. Et ce qui est intéressant dans l'émission, c'est que c'est majoritairement des comédiens très connus, là, Patrick Huard, Denis Bernard, etc., qui témoignent de leur vécu face au suicide et tout ça. Puis tu fais, c'est un documentaire, mais c'est un documentaire important. Et toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là doivent être encouragées. Si j'essaie de faire un point commun dans toutes tes expériences de bénévolat, est-ce qu'on parle de l'expression à quelque part? Oui, la richesse de la langue, la richesse des mots, de la parole. L'expression c'est-à-dire que ça, c'est soi, parce que ça vient de mon beau vécu de faire ça, mais je pense que le mot, pour moi, qui relie tout ça, pour le bénévolat, c'est utile. Oui. Essayer d'être utile. Si la vie nous a donné des choses, je trouve ça extrêmement important. Redonner. De redonner, puis de partager, puis d'aider. Je reviens à mon idée, là, de donner du poisson. C'est aussi important que d'apprendre à pêcher. C'est peut-être ça que... J'entends dans ton parcours que c'est quelque chose qui était présent en toi dès le début. Puis souvent, on entend des gens se dire « Je vais être bénévole à ma retraite, je vais avoir plus de temps ». Moi, j'ai l'impression que ça se pratique plus jeune, ce muscle-là du bénévolat. On devrait commencer n'importe quand. Oui. Bien, j'ai toujours été comme un peu sensible à ça, là. Quand j'étais à l'École nationale de théâtre, on montait les exercices pédagogiques au Monument national. Donc, c'est sur la rue La Maine. Oui. Et La Maine de l'époque, là, dans les années 70, c'était La Maine. C'était vraiment difficile. Puis je me souviens toujours qu'il y a des gens qui disaient « Oh, moi, je suis pas capable de voir ce monde-là. J'ai peur de ce monde-là. » puis tout ça. Alors que moi, je me disais toujours « Ça peut m'arriver. » Ouais. Je pourrais me retrouver comme ça. Donc, c'est fragile. Et la société est fragile, puis les êtres humains sont fragiles dans la société. Donc, si on a une chance de pouvoir les aider, je trouve qu'il ne faut pas passer à côté. Mais effectivement, j'ai toujours été sensible à ça. Autant à vouloir m'exprimer par le théâtre, que j'ai fait beaucoup, comme metteur en scène, comme comédien, à la télé, comme réalisateur et comédien aussi, mais le côté social a toujours été présent. Les préoccupations sociales. Je suis sûre, Gilbert, que tu as été utile aujourd'hui. Je suis à peu près convaincue qu'il y a des gens qui nous écoutent. En tout cas, tu as été utile pour moi, c'est clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Puis ne pas oublier la campagne de levée de fonds. Absolument, on vous entend. Merci. Merci beaucoup, Gilbert. Merci. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Vous vous rappelez avant les fêtes qu'on a reçu Opération Père Noël qui donne des cadeaux dans les centres pour protection de la jeunesse, des PJ et autres. Il y a plein de monde qui ont besoin de cadeaux, de soutien, de réconfort. La personne qu'on reçoit en fait aujourd'hui, il est vice-président de la Fondation Les Petits Lutins, qui de son côté vise à apporter du réconfort, du soutien et des cadeaux aux personnes affectées par le VIH-Sida qui vivent des situations d'isolement ou de précarité. Et c'est le plaisir de recevoir Antoine Gélina. Bonjour Antoine. Bonjour. Vice-président, là, c'est un gros titre. On est une toute petite fondation de rien. Alors, c'est parce qu'on est obligé d'avoir des titres dans le CA, parce que je me prends pas pour un vice-président. J'avais membre fondateur aussi. aussi. Mais je comprends aussi, on racontait d'entrée de jeu dans l'introduction que ça s'est quand même fait lentement, cette progression, parce que Sylvain, votre conjoint, au début, était quand même... vous en parliez pas tant que ça dans votre entourage de ce que vous faisiez. Non. Bien, c'est ça. En fait, lui, Sylvain, il a commencé à l'automne 1991 à apporter des cadeaux. C'est son frère est décédé du sida. Dans la période de temps où est-ce que peu de gens survivaient malheureusement à cette terrible maladie-là. Mais dans sa malchance, Alain, le frère de Sylvain, est mort dans la maison familiale, entouré de sa famille. Puis tout ça, ce qui est
à cette époque-là, encore une fois, pour avoir fait du bénévolat dans d'autres organismes dans ce temps-là, n'était pas toujours le cas. Il y avait beaucoup plus de cas d'abandon de famille face au sida et de rejet. Et une fois que Sylvain s'est senti assez démuni, une fois que son frère est mort, et le Noël d'après, il cherchait quoi faire, mais occupé, la vie est folle, il travaillait dans les fonds mutuels, et grosse vie. Alors, il s'est dit, je vais apporter quelques cadeaux de Noël à une résidence qui hébergeait à ce moment-là les gens là, qui étaient en fin de vie et qui vivaient avec le VIH-Sida. Donc, il a commencé avec une résidence qui était la résidence du parc, en face du parc La Fontaine, qui existe encore aujourd'hui. Et quand il est arrivé avec sa boîte de petits cadeaux, vraiment, c'était des petites pensées, on lui a demandé, mais ça vient de qui? Puis là, il ne voulait pas donner son nom, il voulait garder une partie magique, puis il a dit, ça vient des petits lutins. Et le nom est resté. Le nom est resté. Il a commencé à en donner à de plus en plus d'endroits. Et quand on a commencé à se fréquenter en 98, il m'en a parlé de ce qu'il faisait. Et il en avait parlé à personne. Il ne disait pas à sa famille. Il ne disait pas c'était ça. Quand je vous disais que nos héros anonymes sont humbles, ça donne un exemple. Voilà, c'est pour ça que c'est moi qui appelle aussi et que c'est pas lui qui appelle, qui parle. Ah oui? Parce qu'il y a une certaine timidité là, de son côté. Donc, là, il m'en a parlé. Ça fait que j'ai acheté des cadeaux avec lui, j'ai emballé des cadeaux avec lui. Puis l'autre Noël d'après, j'en avais parlé au travail. Puis du monde qui a dit, c'est bien cool ça, voulez-vous qu'on emballe des cadeaux avec vous? Et de fil en aiguille, là, à un moment donné, on s'est mis, les gens voulaient nous donner de l'argent. Il a fallu qu'on prenne une décision de vraiment faire une fondation là, pour pouvoir remettre des reçus d'impôts quand même, parce que là, les gens voulaient commencer à vouloir nous donner des montants substantiels. Et donc, on est devenu officiellement une fondation. Et on a emballé... Tout se passe là, à la maison, chez nous. Et là, le salon devait être envahi. Là. Ça devait être quelque chose. Le salon est envahi. La cuisine est envahie. Je suis chanceux, j'ai une grande maison. Mais vraiment, toutes les pièces de la maison y participent. Cette année, j'en avais même dans ma chambre à coucher. Mais donc, toujours l'année où est-ce qu'on a dû emballer 1000 cadeaux à la maison, sur une fin de semaine, là, on s'est rendu compte que c'était trop... On était rendu trop gros, là. Et on avait plus d'argent. Là, on faisait plus juste Montréal. Là, on commençait à couvrir le restant du Québec parce qu'on avait assez d'argent pour couvrir le restant du Québec. Et là, cette année-là, c'est là qu'on a déménagé. Là. Après la dernière année à Melcadon, on a déménagé au Collège Brébeuf, qui est un de nos... ils nous aident beaucoup, là. Ils nous fournissent des espaces toute la fin de semaine là, pour qu'on ait nos bénévoles. Et là, il a fallu qu'on agrandisse au Canada parce que là, tout le monde continue à nous envoyer plus d'argent et plus d'argent. Donc, on a passé de Montréal au Québec à tout le Canada. Alors maintenant, on couvre le Canada au complet. Wow! Combien de cadeaux ont été remis cette année? Cette année, vous voyez, un petit peu moins qu'attendez, je vais vous donner le chiffre exact parce qu'il est tellement beau. Le chiffre, on a envoyé 5886 cadeaux cette année. Et ça, c'est à travers 58 organismes là, à travers le Canada. Et ça va de la carte cadeau. On a réussi à trouver une carte cadeau qui s'utilisait partout au Canada pour une compagnie, là, pour une pharmacie, en fait, qui a des succursales partout au Canada, mais aussi, ça peut être des bas, ça peut être des vêtements, c'est des jeux. On a au-dessus de 500 enfants là, qui reçoivent des cadeaux. Et là, ces cadeaux-là sont encore plus personnalisés. On a des prénoms des enfants, des âges et des sexes. Parce que on ne peut pas donner la même chose à un Mais là, enfant. là Antoine, je vous écoute parler, vous parlez d'enfants. Oui. Expliquez-nous, parce que là, on était sur les personnes affectées par le VIH. Donc, est-ce que je comprends que le affecté est beaucoup plus large, là? Tu sais, je vais vous dire,
là, les gens qu'on aide ont beaucoup changé à travers le temps parce que la maladie a beaucoup changé. Là, maintenant, on aide des organismes partout au Canada, on leur envoie leurs cadeaux. Leur clientèle sont des personnes, le mot qu'on utilise, nous, c'est infectés ou affectés. Ah, voilà. C'est comme, je vais vous donner l'exemple du cancer. S'il y a quelqu'un qui a le cancer dans une famille, c'est toute la famille qui a le cancer. Alors, c'est la même chose avec le VIH-Sida. C'est sûr que c'est quelque chose c'est une maladie qui se traite mieux aujourd'hui qu'elle ne se traitait. Elle ne se guérit toujours pas. Mais il y a toujours et encore en 2025 des stigmates aussi associés à cette maladie-là. C'est beaucoup plus une maladie de pauvreté aussi que ça ne l'était. Quel lien on peut faire entre la maladie et la pauvreté? Ben, c'est plus difficile, c'est moins d'accès à de l'éducation, moins d'accès à des moyens contraceptifs, les condoms, ces choses-là. Mais ça peut être une question d'éducation, de milieu social aussi. Tu sais, c'est de l'information. L'information, elle sort plus, là. On n'en parle plus du sida. La pandémie, elle continue toujours, la maladie, elle se promène toujours, mais on n'entend pratiquement plus parler. Autour du 1er décembre, là, la journée mondiale de la lutte contre le sida, on en entend parler, mais sinon, vu qu'il y a des médicaments relativement efficaces, encore une fois, qui ne guérissent pas, mais qui on a l'impression que ça a maladie. diminué, alors que dans les cas, dans la lecture que je faisais, c'est pas le cas du tout. Non, il y a encore beaucoup... les jeunes se sentent un petit peu invincibles. Alors, toute mais ça, je pense que c'est de tout temps, malheureusement, toute génération. Oui. Mais les taux, je me souviens plus des chiffres exacts, là, mais comme pour le Québec, les taux, on est dans des centaines de nouveaux cas par année. Parce que l'utilisation du condom n'est plus prônée, parce que les gens disent, il y a un médicament, il y a ci, il y a ça, etc. Donc, la maladie continue à se propager malgré tout. Mais quand vous dites le port du condom n'est plus prôné, j'ai quand même l'impression que, tu sais, largement au niveau des ITSS, on parle quand même toujours de l'importance de se protéger, non? Ben oui. Écoutez, moi, je ne travaille pas et notre personne dans notre organisme là, ne travaille en éducation ou dans le milieu du sida. On est tous, moi je gère un magasin, j'ai des personnes à la retraite, c'est comme notre à côté. Donc, mais oui, on en parle encore, mais on en parle le moins. Si on regarde le condom a disparu de la pornographie. Pendant des années, le condom faisait partie de la pornographie. Le condom ne fait plus partie de la pornographie. Il y a beaucoup d'éducation sexuelle, malheureusement, qui passe par la pornographie. Malheureusement. Oui, ça, on est d'accord. Donc, on ne voit pas cet exemple-là n'est pas donné. Puis là, si les gens ont plus peur de mourir, mais ils se disent encore qu'avoir une gonorrhée, c'est pas si grave que ça. Ils ne comprennent pas les implications de ce que c'est d'avoir une gonorrhée, d'avoir une syphilis, d'avoir un chlamydia, d'avoir toutes ces choses-là. Voilà où on en est. Oui. Et c'est possible aussi, depuis que en tout cas, c'est une impression, là, je vous la partage, que le mot sida versus VIH, ça n'avait pas le même impact à l'oreille, ou peut-être parce que c'est associé justement à l'époque où on a découvert la maladie, le côté incurable et autres. J'ai comme l'impression que le terme VIH atténue un peu la crainte. Est-ce que ça se peut? Nous, c'est parce que le VIH et le sida sont c'est deux choses. Hein? Le sida, c'est une fois que le VIH s'est déclaré. Là, on a vraiment le sida, c'est quand la maladie, le VIH,
c'est le virus là, comme tel. Si je me souviens bien de moi. Oui. Non, mais de toute façon, on ne vous reçoit pas au niveau santé publique. Là, c'est vraiment pour votre travail de la Fondation Les Petits Lutins. Puis ce que je comprends, c'est que vous avez suivi là, un élan du cœur. C'était de poursuivre le travail que votre conjoint avait lancé. Et parce que j'imagine que on avait un invité tout à l'heure, un bénévole, Gilbert Lepage, qui dit que le bénévole, ça nous rapporte à nous-mêmes. Donc, j'imagine que si Sylvain continuait, c'est parce qu'il en retirait quelque chose aussi. Oui. Puis il continue et il est le meilleur à parler de la Fondation en un par un. Oui. C'est le grand public comme ça avec lequel il y a un peu plus de difficultés. Mais oui, puis nous, nos bénévoles qui restent, parce qu'il faut savoir qu'on a... Là, ça fait 25 ans pratiquement là, qu'on fait affaire avec des bénévoles. Et moi, j'ai des bénévoles, moi, que ça fait 15 ans qu'ils viennent emballer des cadeaux chaque année avec nous autres. Puis qui participent, puis que pour eux autres, Noël, ça commence avec... Puis ils viennent pas aider Antoine et Sylvain ou un des membres de notre CA. Ils viennent parce qu'ils trouvent que c'est important, tu sais. Fait que c'est ça, on trouve que c'est une réussite aussi quand les gens switchent de on s'en va les aider à c'est important ce qu'ils font parce qu'un cadeau de Noël, c'est important. C'est ça, on s'est rendu compte avec le temps, parce qu'on se repose tout le temps la même question, année après année. Est-ce que c'est si important que ça, recevoir un petit cadeau? On avoue aussi que sont quand même modestes, là, les cadeaux qu'on est en mesure Mais d'offrir. c'est la présence, j'imagine, l'attention que quelqu'un a pensé à nous. Oui, parce qu'il faut savoir, chaque cadeau sont emballés individuellement et chaque cadeau est signé par l'emballeur avec une petite carte. Alors les gens, joli. quand ils nous écrivent, les fois qu'on reçoit des courriels, des fois, c'est « J'ai reçu une super bougie du lutin Martin, pouvez-vous lui dire merci de ma part? » Tu sais, ben, là, je brise un peu de magie en disant j'ai 250 bénévoles qui emballent, mais il y a vraiment un Martin qui a emballé ce cadeau-là à cette personne. Et on rappelle aussi aux bénévoles, pendant qu'ils emballent, pensez à la personne au bout du fil qui va recevoir le cadeau. Là, on est tous excités, on chante des chansons de Noël en emballant, mais il faut prendre un moment pour penser à l'impact que ça a. Et selon ce que les organismes nous disent et les retours qu'on a quelquefois de récipiendaires, oui, ça a un impact. On a eu la chance à un moment donné d'aller à Vancouver, Sylvain et moi. Il y a un immense organisme là-bas qui s'appelle Dr Peter, qui est un des plus anciens organismes qui s'occupe des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et à un moment donné, on va dans la cour intérieure, ils nous font visiter. On rentre dans la cour intérieure où est-ce que les gens vont pour fumer. Et le monsieur dit, mais ça, c'est Antoine et Sylvain de la Fondation des Petits Lutins. Mais les 3 personnes nous ont dit les 4 années précédentes quel cadeau ils avaient reçu de nous. Ça a marqué leur cœur, leur mémoire. Voilà. Ça fait que on ne sait pas, puis il y a des gens qui sont pas chrétiens, qui sont pas catholiques, ou pour qui Noël, puis tout ça est pas nécessairement important. Ils reçoivent un cadeau de nous. On a reçu des courriels de remerciement de ces personnes-là aussi, parce qu'ils savent ce que c'est recevoir un cadeau quand même si c'est pas... on ne fait pas une œuvre chrétienne, on fait une œuvre du temps des fêtes. Oui, je comprends que c'est campé dans le temps. Puis est-ce qu'il y a déjà eu... vous êtes vraiment dit, nous, c'est le créneau qu'on occupe, puis on reste à ce niveau-là? Bien, c'est parce que... Vous passez par des organismes aussi, c'est ça, là. Oui, puis c'est comme on a tous nos vies parallèles. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de septembre, on a des activités là, de levée de fonds pendant l'année, des tournois de quilles, une vente de garage, mais à partir de septembre, c'est notre grosse saison. Là, on s'installe au marché Jean Talon. Hey, attendez, Antoine, là, moi, je veux qu'on insiste là-dessus parce que c'est toute une histoire. On va prendre une petite pause puis on reparle là-dessus après. Parfait. C'est bon? Oui.
De retour au Héros Anonyme, Chantal Doré au micro et je suis en discussion avec Antoine Gélina, membre fondateur de la Fondation Les Petits Lutins, qui offre soutien, réconfort et surtout cadeaux de Noël aux personnes affectées par le VIH. Antoine, avant la pause, on se parlait là, d'activités de financement, tournoi de quilles, vente de garage. Et là, vous vous apprêtiez à me raconter un petit peu l'activité phare de financement que vous faites pour la Fondation Les Petits Lutins. Qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, à partir de la mi-septembre, on s'installe au marché Jean Talon. Donc, les gens qui fréquentent le marché Jean Talon nous connaissent. On est en face du marché des saveurs du Québec. Au moins une journée par week-end et on prépare dans un immense wok des arachides de dépacane sucrés et épicés, notre recette secrète, et on vend ça. Donc là, on en est à notre 17 ou 18e année de peanut. Là, je suis un peu perdu là, dans mon nombre d'années parce que ça fait beaucoup de peanuts qu'on brasse. Beaucoup de mais on est devenu... on est comme devenus des vraies personnes du marché Jean Talon. Là. Les gens les légendes là, arrivent, puis là, ils disent « Ah, enfin, vous êtes de retour. » Puis là, quand c'est la dernière fin de semaine, les gens viennent faire des provisions, puis tout ça. Mais là, on est chanceux, on peut en laisser dans une boutique au marché Jean Talon. Donc, on réussit à étirer nos ventes là, jusqu'à Noël. Mais c'est vraiment là, notre activité phare qui nous permet de ramasser là, vraiment le plus d'argent pour acheter les cadeaux. Il faut dire, on parle pour nous une campagne, là, c'est 60 000 $ par année, là, 70 000 $ par année. C'est ce que à récolter pour que ce que ça coûte. Voilà. Pour ce que ça coûte. On est chanceux, on a des donateurs en argent aussi, mais le plus gros, c'est des peanuts. Et qui fait le magasinage des cadeaux? C'est, en gros, j'ai 3 personnes qui font le magasinage de cadeaux. On a Manon. Manon, elle est en charge de tout ce qui est cadeaux d'enfants. Donc, elle a la liste des 500 enfants avec les noms, les âges. Donc, c'est souvent les enfants de personnes... Infectés ou affectés. Okay. Alors, nous, on ne sait pas. On est dans la noirceur par rapport à ça. Les noms, ils viennent de où? Ils viennent des organismes. Donc, les organismes, on leur écrit, on leur dit combien vous avez d'hommes, combien vous avez de femmes, combien vous avez d'enfants. Et là, quand ils nous disent combien d'enfants qu'ils ont, on leur demande d'avoir au moins des âges, parce que des âges et des sexes minimum. Parce que petite fille de 5 ans et garçon de 13 ans, là, c'est pas... c'est pas le même cadeau de Noël. La même chose. Oui. Alors là, tous ces cadeaux-là sont emballés séparément avec le nom de l'enfant en plus sur le cadeau quand on réussit à avoir le nom de l'enfant. Donc ça, c'est Manon. Sylvain, lui, s'occupe de la plupart de l'achat des autres cadeaux et les autres, on l'aide là, quand il dit là, au Costco, machin, là, il faut absolument aller chercher les 8 caisses de ça qui restent. Ben là, on a des bénévoles qui partent et qui vont acheter ce qui dans les différents magasins. Parce que c'est tout du neuf, c'est tout. Il y a quelques trucs qu'on réussit à aller acheter dans le gros. Mais sinon, c'est du magasinage comme vous et moi faisons à chaque année pour le temps des fêtes. C'est quand je vois passer au Costco là, des gens qui achètent, des fois je me disais c'est peut-être un dépanneur, mais là je comprends que c'est peut-être une fondation qui fait du bien. Ben c'est fort possible parce que les gens nous demandent des fois est-ce que c'est pour une fondation. Donc je pense qu'ils commencent à être habitués à avoir des gens comme nous qui essayent d'aider un petit peu. Parce qu'il y a des entreprises qui vous donnent carrément les produits qui sont des cadeaux peut-être plus appréciés. Ça dépend des années. Ça dépend de nos rencontres dans l'année. Ce qui est fantastique avec le marché Jean Talon, c'est qu'on rencontre toutes sortes de gens au marché Jean Talon. Donc, on a eu déjà des gens de certaines entreprises qui ont réussi à venir emballer ou faire une levée de fonds à travers leur propre entreprise, ou c'était des entreprises qui vendaient des serviettes qui ont réussi à nous avoir un meilleur prix. Donc oui, ça arrive. Des fois, on réussit, mais encore une fois, notre problème, c'est notre
grosseur et le nombre, on n'est pas beaucoup et on est tous occupés à d'autres choses. Donc, pendant l'année, on n'a pas toujours le temps de faire les recherches pour ces choses-là. Des années, on est chanceux, on a plus de temps, puis on réussit à trouver des donateurs ou des organismes là, qui vont nous donner des cadeaux. Est-ce qu'on entend un petit lutin félin derrière vous? Non, entend, je suis dans la salle, je suis au travail, je suis dans la salle des employés. Ah, c'est un micro-ondes qu'on entend. Il va falloir que je revoie mon répertoire de bruit, là. Mais vous auriez été chez nous, vous auriez entendu un chat. Oui. Qui est bien content d'avoir retrouvé sa maison après la période des lutins. Oui, est-ce que lui, il devait se sentir envahi au milieu de... Puis il vous a jamais défait des emballages? Non. Ben, c'est parce qu'une fois qu'ils sont emballés, les cadeaux, ils reviennent pas à la maison, Dieu merci. Ils partent, ils sont envoyés parce que on a des compagnies de transport là, qui nous offrent gratuitement le transport. Parce que je vais vous dire, des fois, les transports coûtaient plus cher que la valeur des cadeaux. Ben oui, je peux imaginer, surtout à la grandeur du Canada. C'est un grand pays. Envoyer une boîte de 6 cadeaux, des fois on envoyait, l'organisme n'existe plus, là, mais dans les territoires du Nord-Ouest, on a déjà payé comme $300 l'envoi de la boîte qui contenait comme pour $60 de cadeaux. Alors, quand on a eu des gens là, qui ont commencé à vouloir nous offrir le transport, là, on a été très contents. Alors là, presque tous nos transports sont payés maintenant par des compagnies de transport qui nous offrent leur service. Et les bénévoles, donc il y en a qui emballent, est-ce que ça leur arrive de voir les personnes à qui c'est destiné? Ben, on a rarement. Fut un temps où est-ce qu'on allait livrer le 24 décembre pour des organismes montréalais. Mais vu le changement de type d'organisme, là, ils ont tous leur party de Noël bien avant le 24 décembre. Donc, on n'a plus de bénévoles qui vont livrer aux organismes. Par contre, ce qu'on a instauré, c'est ce qu'on appelle les hit and run. Donc, racontez. On a sélectionné certains types de cadeaux qui vont être emballés comme les autres. Et si mon ami Roger veut avoir 10 hit and run, on lui fournit 10 hit and run. Et son travail, c'est entre l'emballage et Noël, il faut tout simplement qu'il aille donner les cadeaux aux personnes sur la rue, donc aux itinérants, aux personnes, aux sans-abri, etc., qui voient, pour comprendre un petit peu c'est quoi l'effet. C'est sûr, c'est pas comme dans les organismes qui vont les recevoir dans un party, mais ça fait son effet quand même et ça aide un petit peu de voir c'est quoi l'effet d'un cadeau de Noël. Alors, il y a toutes sortes de réactions là, chez ceux qui reçoivent les cadeaux. Ça dépend souvent de l'état de la personne qui le reçoit, mais je peux vous dire que souvent, c'est très, très beau. Et c'est un hit and run parce que nous, ce qu'on suggère aux gens, c'est vraiment, tu es dans ton auto, tu arrives au coin, il y a quelqu'un assis qui quête, tu sors de ton auto, tu te fous si ça klaxonne, tu donnes le cadeau, tu dis Joyeux Noël et tu repars. Oui, d'accord. C'est de là que vient l'expression hit and run. Oui, parce que je me demandais qu'est-ce que vous faisiez concrètement. Ben c'est ça. C'est sûr, si on marche, les gens, là maintenant, ceux qui font les hit and run ont tous leur façon. Il y en a, je sais que j'ai des gens qui attendent le 25 décembre pour aller faire leur hit and run. J'en ai d'autres, ils en mettent un dans leur sac à tous les jours quand ils vont travailler. Puis là, ils ont plus de temps pour jaser des fois. Il y en a que c'est pour la personne qui est tout le temps en face de la SAQ. Là, on a tous une personne qui quête là en face de la SAQ, à peu près toutes les SAQ à Montréal. Oui. Donc, il va attendre pour avoir son cadeau pour cette personne-là. Donc, c'est une façon là, de faire participer puis de rendre ça plus concret un petit peu pour les gens, pour nos bénévoles. Antoine, est-ce que vous êtes en quête d'autres bénévoles? On a toujours besoin de bénévoles. On peut aller, la meilleure façon, c'est d'aller sur notre site internet, petitlutin.org, et on s'inscrit à notre infolettre.
Et là, on n'est pas très fatigant avec l'infolettre. Mais quand c'est le temps d'annoncer des activités, des choses comme on ça... a accès On a accès, puis là, on peut dire, moi, j'aimerais ça être ça. Si vous faites votre tournoi de bowling, si vous avez besoin de quelqu'un pour aider ou à la vente de garage. Excellent, le message est passé, Antoine. Wow. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, membre fondateur de la Fondation Les Petits Lutins. Merci de m'avoir donné la chance d'en parler. Merci beaucoup. Et moi, je remercie notre équipe, Catherine Bourderon, Mathieu Tessier, Jean-Sébastien Laliberté. Et d'ailleurs, parlant de demande de bénévolat, de dons, vous savez que Canalem est un organisme communautaire. Alors, vous pouvez aller sur canalem.vuesetvoix.com. D'une part, vous avez tous nos épisodes et vous avez la possibilité de faire un don en ligne via la plateforme Canada Don ou de devenir bénévole, de participer à notre panel. Alors, vous allez simplement sur notre page d'accueil et vous avez tous les renseignements pour nous aider à continuer notre mission. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.